Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA CD et à son application au travers de 4 machines emblématiques des années 80, le Mattel Aquarius, le Commodore VIC-20, l'Apple Macintosh et le TI-99 4A. Pour l'instant, notre CD, le FPGA low cost, ne nous a pas déçus et tient toutes ses promesses. Voyons s'il fait toujours aussi bien sur ces machines plus exotiques. Commençons par une machine méconnue, le Mattel Aquarius. Au début des années 80, Mattel jouit d'une belle réputation avec son Intellivision, qui a fait une belle percée sur le marché des consoles de salon. Avec plus de 3 millions d'unités vendues, Mattel a les moyens de ses ambitions et lorgne maintenant du côté de la micro-informatique. C'est en juin 1983 que la société californienne sort son Aquarius. Même si son design rappelle plutôt celui d'un jeu pour enfants, son hardware est dans la moyenne des ordinateurs de l'époque. Processeur Zilog Z80, épaulé par 4 kg de RAM, extensible à 20 kg, clavier chiclette gomme très en vue au début des années 80, speaker monovoix et puce graphique dédiée. Cette puce lui permet d'atteindre une résolution de 320 par 192 pixels en 16 couleurs, ce qui n'est pas si mal comparé à ses concurrents. Mal marketé, doté d'un système peu ouvert et avec une Logitech composée de quelques dizaines de titres, inspirés si ce n'est pas copiés de l'Intellivision, l'Aquarius n'a pas fait long feu puisqu'il a été retiré de la vente 4 mois plus tard, en octobre 1983. Je crois que c'est l'ordinateur qui a eu la plus courte durée de vie. Il faut dire qu'il est arrivé en plein dans le crack du jeu vidéo de 1983, cela ne l'a pas aidé. Le cœur utilisé pour ce test n'a pas de numéro de version, il s'agit de la première mouture pour le CD, il n'a jamais été mis à jour. Compte tenu de la simplicité de la machine, les options de son cœur sont très limitées. En plus des traditionnelles options de lecture d'une cassette ou d'une cartouche, il est possible d'ajouter des skylines et de mettre en marche et d'arrêter le lecteur de cassette. C'est tout. Pour terminer sur cette machine atypique, voici un petit tour d'horizon de sa ludothèque. Même si le cœur CD de l'Aquarius n'a jamais été mis à jour, tout passe parfaitement, il faut dire que ce n'est pas la machine la plus difficile à recréer, avec son hardware simpliste et son unique version. Passons maintenant à une machine beaucoup moins confidentielle, avec le Commodore VIC-20. Successeur du PET 2001, qui aura permis à Commodore de se faire la main depuis 1977 sur la micro-informatique, le VIC-20 sort en 1980 et sera le premier ordinateur à dépasser le million d'unités vendues. Au niveau matériel, le VIC-20 est mu par un processeur MOS 6502, épaulé par 5 kilo-octets de RAM extensible à 32 kg. Il est équipé d'une puce graphique dédiée, la fameuse VIC, dont la seconde évolution fera merveille dans le Commodore 64. Cette puce lui permet d'atteindre une résolution de 176 par 184 en 16 couleurs. Il est aussi doté d'une vraie puce sonore de 3 voix capable de produire des sons synthétiques, alors que beaucoup de ses rivaux doivent se contenter d'un speaker très désagréable pour les cages à miel. Sans être véritablement révolutionnaire, ce VIC-20 est bien né et son BASIC intégré a permis à toute une génération de créer ses premiers programmes sur une machine accessible et pas trop chère. Le cœur utilisé pour cette machine sur le CD est en version 21.03.01.
Sa ROM associée est un peu plus ancienne. Au niveau des options, comme pour l'Aquarius, il est possible de lire un programme ou une disquette et de manipuler le lecteur de cassette. Les masochistes, nostalgiques, pourront laisser le bruit de la cassette au chargement du jeu. Au niveau vidéo, il est possible de passer en PAL ou en NTSC et d'ajuster les scanlines. Pour les ports d'extension, c'est un peu plus délicat. Même s'il est facile d'ajouter l'extension de 8 kilo puis une seconde extension de 3 kilo-octets correspondant à une autre zone mémoire, et enfin d'ajouter l'extension de 8 kilo-octets de ROM, il n'est absolument pas certain que les programmes lancés fonctionneront avec cette configuration. Il faut tester au cas par cas en activant ou désactivant ces extensions si un jeu plante. On va le voir juste après, mais j'ai vraiment peiné à faire fonctionner quoi que ce soit. Lors de mon premier essai, j'ai eu de la chance, j'ai chargé le jeu Panic et un simple run a suffi à le lancer. Par contre, pour les autres jeux, je me retrouve sans arrêt avec ces caractères bizarres. Je pense que cela est dû aux extensions de ROM et RAM dans les options du cœur, mais comme le VIC-20 peut avoir des programmes qui se lancent à partir de l'adresse mémoire $A000 ou une autre, en fonction du jeu, cela fait beaucoup de paramètres et de combinaisons à essayer. Après une bonne demi-heure d'essai, je jette l'éponge. Au-delà de la complexité de cette machine, j'adresserai la même remarque aux vendeurs du CD que pour le Commodore 64. La carte SD est là aussi bien fournie, mais trop. La liste de jeux est pleine de homebrew, et comme pour le Commodore 64, il est très difficile de se retrouver. Bref, le cœur du VIC-20 fonctionne bien, mais je bute pour la première fois sur une machine avec le CD. Est-ce un problème d'interface chez ce clavier, ou un problème lié au cœur utilisé? Mystère. C'est en 1984 qu'Apple sort son ordinateur révolutionnaire, le Macintosh. Lancé en grande pompe grâce au film 1984 de Ridley Scott, Apple a mis tout son savoir-faire dans cette machine. Elle est architecturée autour d'un processeur Motorola 68000 à 6 MHz, épaulé par 128 kilo-octets de mémoire en standard. C'est une belle prouesse pour l'époque, mais cela se ressent sur le prix de vente astronomique de la machine, l'équivalent de 6 000 € de nos jours. Son moniteur de 23 cm, soit 9 pouces, permet l'affichage de 512 pixels par 342, mais doit se contenter du noir et blanc, ce qui le destine plutôt aux professionnels. Apple étrenne pour la première fois ses applications System et Finder. System n'est autre que l'ancêtre de macOS, tandis que Finder, comme aujourd'hui, correspond à la couche d'interface graphique incluant le gestionnaire de fichiers. Apple écrira plusieurs révisions de ses applications sur le Macintosh et ne cessera de les peaufiner jusqu'à nos jours. Le cœur utilisé pour ce test est le 210622. Ces options permettent de charger une disquette, de passer de 1 à 4 mégaoctets de mémoire, de booster le CPU, et enfin de changer la version entre le 68000 de base, le 68010 et le tout dernier 68020. Rien de très évolué au niveau de ces options. La carte SD du CD n'est malheureusement pas livrée avec des jeux, mais elle contient toutes les versions du système et de Finder, ce qui permet de se faire une idée sur l'évolution du système d'exploitation d'Apple. Notez tout de même que d'excellents portages ont été réalisés sur cette machine. Malgré son affichage monochrome, sa belle résolution et sa puissance lui ont permis d'accueillir quelques pépites, dont voici un petit tour d'horizon. Pour terminer cette revue, voici le TI-99 4A. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une machine de Texas Instruments,
Le 99 vient de son processeur 16 bits, le TMS 9900. Le TI 99 est d'ailleurs le premier ordinateur 16 bits à avoir été commercialisé. Il est le successeur du TI 99-4, dont il gomme la plupart des bugs et des malfaçons. À sa sortie en 1981, il est en concurrence directe avec le Commodore VIC-20 et doit constamment s'aligner sur son prix de vente, même si le TI 99 est beaucoup plus cher à produire. Cela entraînera des pertes abyssales pour Texas Instruments. Quoi qu'il en soit, cet ordinateur embarque une puce graphique dédiée qui fait merveille pour l'époque. Capable de gérer 32 sprites à l'écran pour une résolution de 256 par 192 en 15 couleurs, cette puce est épaulée par 16 kilo-octets de mémoire, ce qui est largement suffisant pour gérer sa résolution graphique. La puce sonore, là aussi dessinée par Texas Instruments, est très proche des capacités du VIC-20, c'est-à-dire dans la moyenne haute. Malgré toutes les qualités de cette machine, la guerre féroce qui l'opposait au VIC-20 a fini par avoir raison des finances de Texas Instruments, qui aura tout de même écoulé 2,8 millions d'exemplaires de sa machine lors de son arrêt de production en mars 1984. Le cœur que j'ai utilisé pour ce test est en version 21.04.01. Au niveau des options, on peut lire une image au format BIN ou DSK, changer la taille de la mémoire accessible par le processeur, la Scratchpad RAM, booster le CPU grâce au mode turbo, activer le module de synthèse vocale, intervertir les joysticks dans le cas où le joystick ne sera pas reconnu, et enfin activer les Skyline. Le TI 99-4A est loin d'avoir la Logitech du Commodore VIC-20 et seuls quelques 60 jeux ont été développés pour cette machine. En voici un petit aperçu. Voilà pour ces 4 nouvelles machines passées au crible du CD. Dans l'ensemble, toutes ont très bien fonctionné, je reste sur mon premier échec avec le VIC-20. Celui-ci est d'autant plus étonnant que ce grand frère, le Commodore 64, passait très bien sur ce FPGA low cost. Quoi qu'il en soit, je pense qu'une version de cœur verra bientôt le jour et devrait corriger ce problème. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.